est sur Facebook, hein, en direct, hein, sur la page Aedium, donc une petite association des Pyrénées-Orientales, à Saint-Cyprien exactement. Oui, je Voilà, connais bien d'ailleurs. et c'est chouette. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Jean-Didier. Merci, Bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Je voulais ce soir qu'on parle du paranormal, parce que Oui, c'est des choses qui font peur à beaucoup de personnes. C'est des choses oui, qui apportent beaucoup d'interrogations aux gens. Et comme vous êtes le spécialiste du paranormal, il me semblait logique de vous inviter pour pouvoir en parler. Voilà. oui. Donc, je vous demanderai une toute petite présentation pour que les gens vous connaissent un peu plus, les gens qui n'ont pas l'habitude de vous connaître, voilà, qu'ils puissent vous connaître un peu plus. D'accord. Alors moi, effectivement, je suis médium depuis pas mal d'années, puisque j'ai une sensibilité qui s'est mise en place à l'âge de 15 ans. En fin de compte, c'est au moment où j'ai capté beaucoup de choses dans ma vie, et puis malheureusement quelque chose d'assez dramatique, puisque j'ai capté le décès de ma maman. Et c'est comme ça que je suis devenu médium, parce que des choses se sont réalisées, se sont mises en place. Et après, effectivement, ça m'a suivi un peu tout au long de mon Je sais pas si c'est moi qui déconnecte ou si c'est lui. mon parcours, axé sur la communication. Et j'avais besoin de communiquer sur ces choses-là, sur tout ce qui est l'étrange, le paranormal. J'y suis arrivé petit à petit, progressivement. Ça fait quand même maintenant plus de 30 ans que je suis dans ce métier, donc j'ai eu le temps, effectivement, d'explorer beaucoup de choses et beaucoup de lieux sur lesquels je me suis rendu pour aller capter un petit peu, scanner les endroits, les lieux pour voir ce qui s'y passait. Et c'est vrai que je suis devenu, par la force des choses, un petit peu un expert, parce que quand on a 30 ans d'expérience dans ce domaine, à force d'aller dans les endroits pour les capter et puis pour voir ce qui s'y passe, on finit par acquérir une certaine expérience, quoi. Il y a une sensibilité particulière aussi, non? Oui, alors il faut savoir que le médium, c'est quelqu'un qui a non pas une sensibilité, mais une hypersensibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la faculté de capter, de ressentir les lieux, mais d'une façon un peu exacerbée. C'est-à-dire que vous ou une personne lambda qui va déjà capter des choses, ça va être important pour elle, mais pour un médium, c'est décuplé par 10, 100 ou 1000 selon ce qui s'y passe. Et des fois, on peut être complètement envahi soit par les énergies, soit par l'émotion. L'émotionnel joue un rôle aussi très important par rapport à tout ce que l'on capte et tout ce qu'on ressent dans les endroits et surtout aussi quand on est en contact avec les gens, quoi. D'accord. Vous faites, vous êtes encore en activité là? Moi, je suis encore en activité, oui, pour quelques mois. Je pense prendre ma retraite d'ici la fin de l'année, puisque voilà, ça. Mais je pense que je décrocherai pas complètement et totalement, parce que quand on est dans ce métier, on décroche pas en totalité, quoi. Mmh. Et donc du coup, vous, le paranormal, vous le définissez exactement comment? Alors, paranormal, ça veut dire effectivement toutes les choses qui ne sont pas à l'origine de choses normales, tout simplement, et de choses que l'on peut, sur lesquelles on peut mettre une étiquette ou un nom, ou sur le plan scientifique où on peut avoir des expérimentations qui confirment que les choses se répètent dans le temps. Moi, j'ai souvent travaillé avec des psychiatres, avec des psychologues ou avec des scientifiques, et en fin de compte, le scientifique, lui, il a besoin, pour valider une expérience, qu'elle puisse être répétée dans le temps. Ce qui est un petit peu compliqué pour un médium ou pour un endroit ou pour quelque part où on se trouve, voilà, restituer systématiquement et tout le temps la même fréquence, la même chose et les mêmes ressentis, et les valider, c'est quelque chose qui est toujours très compliqué, et c'est pour ça qu'on n'est jamais d'accord entre scientifiques et gens du paranormal. Donc le paranormal, en fin de compte, c'est des choses qu'on n'arrive pas à définir et sur lesquelles on n'arrive pas à poser un nom, quoi. D'accord, d'accord. Ça fait autant sur la personne que sur des lieux, sur, Tout à fait, tout à fait. Alors, après la médiumnité, elle est sous plusieurs angles différents, puisque quand on parle, par exemple, de capter, l'énergie ou la sensibilité d'une personne, on est plus effectivement sur, les ressentis, sur l'intuition, sur sa sensibilité. On est également sur de la clairvoyance ou de la clairaudience, donc ce qu'on va entendre ou ce qu'on va voir,
par rapport à une personne, mais on peut l'appliquer de la même façon à un lieu. Voilà, moi, quand je vais dans un endroit, j'aime bien être neutre, c'est-à-dire ne pas savoir ce qui s'est passé dans cet endroit-là et ne pas avoir d'indication pour qu'on ne me dise pas après, bah, c'est facile, on vous a aiguillé, on vous a mis sur la voie, on vous en a parlé. Donc là, voilà, c'est important d'être complètement neutre et indépendant par rapport à ça. Et scanner vraiment complètement le lieu, l'endroit sur lequel on se trouve pour capter, voir s'il y a, généralement quand on me fait venir dans des endroits comme ça, c'est pour voir s'il n'y a pas une entité, hein, s'il n'y a pas un Mmh. fantôme, ce qu'on appelle un peu vulgairement maintenant, depuis quelques années, chasseurs de fantômes. Voilà, il y a beaucoup de personnes et beaucoup de groupes de jeunes qui se sont mis à faire ce genre d'expérimentation, des vidéos sur YouTube et un petit peu partout, même sur des chaînes de télé, on commence à voir ce genre de choses. C'est une activité qui est devenue très à la mode, on va dire, Oui. quoi. Mmh, mmh, mmh. Vous avez tous les appareils? Non, vous n'avez pas d'appareil, vous y allez avec votre Alors moi, propre ressenti? je travaille avec les deux. Je travaille effectivement avec ce qu'on appelle le thermomètre à visée laser, ce qui Oui. permet de mesurer les températures, parce qu'on sait maintenant par expérience que les fantômes se trouvent, ou les entités se trouvent toujours dans des endroits où il y a une différence de température. Il y a une chute de température qui n'est pas très importante, qui est de l'ordre de 4-5 degrés grand maximum, mais ce qui est déjà significatif. Donc, ça permet de savoir si effectivement il y a une entité ou un fantôme dans un endroit. Et puis après, on va travailler avec des appareils à fréquence magnétique pour voir si les ondes magnétiques sont perturbées ou pas, parce que les fantômes ou les entités perturbent ces champs magnétiques. Donc, on a des appareils qui permettent de contrôler ça aussi. Mais moi, je fais partie des chasseurs de fantômes qui utilisent plus l'intuition qu'autre chose, quoi. Ça s'apprend, être chasseur de fantômes? Oui, ça s'apprend comme on apprend à développer son intuition. C'est exactement la même chose. Par contre, je pense qu'il faut une certaine dose de sensibilité déjà présente au départ. Il faut aussi être attiré par ça, avoir envie d'aller à la découverte de tout ça, de comprendre les mécanismes de tout ce qui se passe. Et il faut être sensibilisé, en fin de compte. Si on n'est pas sensibilisé, c'est sûr que ça ne marche pas. Quand on fait ce genre d'expérimentation, un petit peu comme un jeu de société, à la fin d'un bon repas, juste pour dire allez, on va rigoler, on va voir s'il y a des entités, généralement ça se passe pas très bien et généralement les entités qui sont là se manifestent de façon très violente, et ce qui fait qu'on a des phénomènes paranormaux justement qui s'amplifient à ce moment-là parce que, en fin de compte, les jeunes parce que c'est souvent des jeunes hein, qui s'amusent à faire Oui. ce genre de choses, n'ont pas la qualification ou n'ont pas un médium expérimenté à leur côté qui va leur permettre de gérer un petit peu tous ces phénomènes. Donc après, c'est un peu la débandade et souvent on les récolte et on les retrouve dans les cabinets de consultation parce qu'ils sont paniqués, parce que dans les jours qui suivent, en fin de compte, les entités, quand elles ont été chahutées un petit peu ou quand on a essayé de rentrer en contact avec elles, une fois qu'on a ouvert la porte, si vous voulez, elle continue à vouloir essayer de rentrer en contact avec quelqu'un. Donc, si ça ne se fait pas, ça va se manifester par tout un tas de choses et de phénomènes paranormaux, comme des portes qui claquent toutes seules, des lumières qui s'éteignent, des télés qui s'allument, des ampoules qui explosent. Enfin, voilà, le, toute la kyriade de tous les phénomènes paranormaux que l'on connaît un petit peu tous, quoi. Oui. Doit-on en avoir peur? Alors, c'est la légende, hein, les fantômes qui font peur. Hein. C'est dans les films d'horreur, c'est dans tous ces genres de choses. En fin de compte, le fantôme ou l'entité, elle, quand elle rentre en contact avec nous, c'est dans un but précis, c'est de connaître et d'avoir des informations qu'elle n'a pas, elle, cette entité, et qu'elle a envie de connaître ou de développer ou de savoir. Donc, c'est plutôt dans une quête et dans une recherche personnelle et spirituelle. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour attirer l'attention. Alors, quand il y a des phénomènes paranormaux dans une maison, c'est pas pour faire fuir les gens, c'est pas pour leur faire peur, c'est simplement un moyen de contact, un moyen de rentrer en contact avec quelqu'un pour dire voilà, je suis là, j'existe,
je suis coincé ici, il faut m'aider, il faut venir me secourir, en fin de compte. C'est un appel à l'aide, c'est un appel à l'aide. D'accord. Donc il faut vraiment l'entendre comme un appel à l'aide. Exactement. Et il faut surtout pas en avoir peur. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de peur à avoir, parce que foncièrement, les entités, les fantômes ne sont pas méchantes. Tous les chanteurs de fantômes vous le diront. Les entités ne sont pas méchantes et elles ne veulent pas le mal. Du coup, quand on se sent pas bien à la maison ou qu'il y a des phénomènes comme ça, on appelle des gens comme vous. Voilà, alors souvent des médiums qui ont l'habitude de capter les lieux, capter les endroits, où effectivement, un peu plus largement, soit on fait appel à ce qu'on appelle un passeur d'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir voir sur place s'il y a une entité, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est décédé et qui est bloqué, ou un chasseur de fantômes. Mais c'est pas parce qu'on dit chasseur de fantômes qu'on va faire partir le fantôme. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller chez des gens qui me disent, moi, le fantôme ne me dérange pas, je veux simplement rentrer en contact avec ce fantôme et savoir ce qu'il veut, mais je n'ai pas du tout envie de le chasser, il est très bien là, quoi. Et vous savez qu'en Écosse et en Angleterre, on ne chasse pas les fantômes, justement, on rentre D'accord. en contact avec eux, et il y a même des gens qui, très souvent, veulent acheter des manoirs ou des vieilles bâtisses dans lesquelles il y a des fantômes parce qu'ils se sentent très bien avec. D'accord. Ah, c'est pas du tout ce qu'on entend, hein, dans la Voilà, voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de temps en temps de remettre un peu les choses à leur place. C'est pour ça que je vous ai invité ce soir. Parce que des gens qui en parlent comme vous, je pense qu'il y en a pas beaucoup et c'est vrai que d'expliquer aux tout venants, ce que c'est que ce que vous faites, c'est vrai que c'est pas évident et que souvent on en a peur aussi. C'est Oui, en fin de compte, c'est dans la légende urbaine, si vous voulez, et c'est aussi dans l'inconscient, parce que dès qu'on parle de phénomènes paranormaux, c'est toujours des choses qui sont un peu impressionnantes et des choses qui font peur. C'est-à-dire que effectivement, ça se passe aussi très souvent la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, on est plus réceptif et on entend beaucoup mieux et plus facilement les choses. Donc les fantômes choisissent la nuit parce qu'ils pensent que leur message va être entendu et compris à ce moment-là. Donc c'est pour ça que effectivement ça fait peur parce que on est déjà dans la nuit, on est souvent dans des endroits qui sont un petit peu particuliers ou qui font un peu peur ou qui sont un peu effrayants. Et puis les phénomènes par eux-mêmes, ce sont pas des phénomènes qui sont on va dire sympathiques sur le coup, parce que c'est quand même des coups dans les murs, c'est quand même, comme je l'expliquais tout à l'heure, tout un tas de choses qui sont un petit peu particulières et qui peuvent faire peur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à ça et parce que personne n'a été informé de ce qui se passait. On n'apprend pas ça à l'école. Hein. C'est mmh. comme, comme je le dis toujours, moi, la gestion de son émotionnel et la gestion de son intuition, on ne nous l'apprend pas à l'école. Alors que moi, je pense que c'est des choses sur lesquelles on devrait travailler et on devrait avancer quoi, maintenant. Justement, vous parlez de l'école, les enfants. Est-ce que Oui. la légende sur les enfants est vraie comme quoi les enfants sont plus sensibles et voient plus de choses, que nous, l'adulte, quoi? Alors, on dit que les enfants sont réceptifs jusqu'à l'âge de 7 ans, parce il faut savoir que l'ouverture de l'inconscient est toujours présente chez un enfant. Vous savez qu'il a une fontanelle, et la fontanelle, on dit qu'elle se referme complètement et définitivement à l'âge de 7 ans, C'est ce qui est ça. déjà quand même grand. Hein. Et donc, cette ouverture de cette fontanelle avec l'extérieur, avec le spirituel, avec toutes les choses qui nous environnent et qu'on ne connaît pas spécialement, les enfants, eux, ont cette faculté et cette capacité. Après, à partir de 7 ans, on développe une intuition ou on ne la développe pas et on développe une sensibilité. Donc voilà, quand on peut développer cette sensibilité, effectivement, c'est ce qui se passe très souvent pour les médiums. Hein. Les médiums démarrent la sensibilité très très jeune et en fin de compte, elle s'exacerbe souvent comme je le disais aussi pour moi, mais c'est valable pour d'autres personnes, à partir du moment où il y a des chocs qui sont des chocs émotionnels, qui sont des chocs très forts et qui nous perturbent et qui nous font bouger un petit peu les choses en nous, qui nous permettent voilà, d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus importante. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que, par exemple, des gens
on sort d'un coma, d'un accident de voiture très grave, même d'une dépression. On peut sortir d'une dépression et voir le monde d'une façon très différente. Et très souvent, les gens qui sortent d'un coma sont des gens qui développent une faculté de guérison parce qu'ils ont une spiritualité qui d'un seul coup s'est ouverte d'une façon beaucoup plus importante et ils ont une écoute, une faculté de ressentir et de capter les choses qui s'est exacerbée pendant cet épisode de leur vie. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, vous avez des gens qui deviennent médiums, des fois très tardivement, à 60 ou même plus tard, ou 40 ans, ou à partir de ce qui s'est passé dans leur vie personnelle. S'il y a un choc émotionnel très violent et très important, ça peut déclencher quelque chose. D'accord, Donc OK. personne n'est à l'abri de ça. Donc c'est pour ça qu'on en parle aussi, pour pas que les gens aient peur si jamais ils se Oui. développent quoi que ce soit. Alors après, ça a beaucoup changé parce que effectivement, moi, il y a 30 ans, quand j'ai démarré dans ce métier, déjà, c'était une profession qui n'était pas très bien vue, qui n'était pas médiatisée comme elle l'est aujourd'hui. Il fallait pas en parler. Même moi, dans ma famille, quand je disais que je captais des choses, que je me lançais dans cette profession, tout le monde me disait, alors surtout, t'en parles pas, hein, tu dis rien à personne, hein, faut pas que ça se sache, hein. Donc voilà, c'était très mal vu. Et puis, il n'y avait pas de confrères qui transmettaient des choses comme ça se fait aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que moi j'ai ouvert aussi la route. Après, il y a eu Didier Derlich, hein, qui a été un médium qui a ouvert la route dans les années 80, qui a mis beaucoup de choses en place, qui a fait des grosses émissions sur RTL, qui a été médiatisé avec Jean-Pierre Foucault dans Sacrée Soirée, etc., et qui a mis la voyance et la médiumnité au devant de la scène, et qui a commencé à communiquer beaucoup dans ce domaine. Et en fin de compte, souvent on me compare à lui parce que j'ai un peu le même parcours que lui. Mmh. Et c'est vrai que moi je fais beaucoup, j'écris beaucoup de livres qui sont des livres pratiques dans lesquels je donne les explications de la gestion de l'émotionnel, de la gestion de la voyance, de la gestion de l'intuition, comment développer l'intuition. Peut-être parce que quand j'étais très jeune, effectivement, il a fallu que je me dépatouille tout seul et que je ne trouvais pas de livre, je ne trouvais personne pour me guider, pour me permettre d'avancer sur cette voie. Et en fin de compte, je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est pour ça que très souvent, quand j'ai commencé à travailler dans les médias, on disait que j'étais autant un communicant qu'un médium, quoi. Mais quelque part, ça me va bien parce que j'aime bien ce genre de choses. Donc, je suis bien avec ça. Mmh. Le médium, c'est quelqu'un quand même qui communique, donc c'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, se regroupe, du coup. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas obligé pour tout le monde, hein. Moi, je connais beaucoup de médiums et j'ai travaillé avec pas mal de médiums sur des émissions de radio ou de télévision. Il y a des médiums qui sont très réservés, qui n'aiment pas du tout les médias, qui n'aiment pas du tout faire des expérimentations, qui n'aiment pas du tout se frotter un petit peu à ça. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, ça a toujours été. Moi, j'ai toujours été partant à chaque fois que on m'appelait pour me dire, bon, alors vous savez, ça fait 1 an et demi qu'on cherche un médium pour faire cette émission, c'est très particulier, personne ne veut le faire. On vous demande, mais je pense que vous allez dire comme tout le monde, vous allez dire non. Et puis moi, je dis, ben non, moi, je veux bien tenter, je veux bien essayer. Et en fin de compte, je pense que c'est aussi une façon de se dépasser. C'est pas un problème d'ego, c'est un problème de dépassement de soi. Et moi, il m'arrive très souvent, justement dans ces moments-là, d'être beaucoup plus performant parce qu'il y a un challenge derrière, parce qu'il y a quelque chose que l'on doit tenter de faire. Et moi, je dis toujours, je ne sais pas si je vais y arriver, hein, parce qu'il faut de toute façon quand même rester humble par rapport à ça. Il ne faut pas y aller en terrain conquis en se disant, moi, je vais tout faire, je vais tout réussir. Non, moi, je vais toujours quelque part en disant, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, je vais tenter l'expérience et je vais essayer de le faire. Voilà. Et quand on reste dans cette optique-là, je pense qu'on a
un champ d'ouverture spirituelle qui est beaucoup plus important et des capacités s'ouvrent plus largement, effectivement, par rapport à ça. Et puis, je pense que c'est important aussi de démontrer des choses, justement en télévision ou en radio, de dire, voilà, on est capable aujourd'hui, un médium est capable de faire ça, de rentrer en contact avec des personnes décédées, de capter des endroits et de le démontrer visuellement. Mhm. Et ça, je pense que on a la chance d'avoir des médias, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux qui nous permettent d'aller dans ce sens-là, donc il faut les utiliser, il faut le faire. Il faut communiquer, oui, en effet. Oui, il faut communiquer. Je pense qu'on est dans une ère de communication et voilà. Et je vois toutes les chaînes qui se multiplient aussi bien sur Facebook que voilà, mais il y a maintenant aussi des web TV. Enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça. De temps en temps, des émissions de télévision sur les grands médias. Voilà, c'est important de faire passer un message. Maintenant, aller dans des émissions juste pour passer je vois pas trop l'intérêt parce que voilà, je pense que on a un message quelque part à passer, à transmettre. Je parlerai pas de mission parce que moi, je reste toujours très vigilant par rapport aux gens qui disent, moi, j'ai la mission de faire ceci, je suis sur Terre pour faire cela et tout. Bon, je pense que bon, après chacun voit, comme on dit, midi à sa porte, mais voilà, je pense qu'on a des choses à transmettre, tout bêtement et tout simplement, et que si on a les capacités et les facultés pour le faire, et si on nous donne en plus la capacité de le faire, bah, il faut le faire. Mm. Voilà, si ça nous est donné, il faut le faire, tout simplement. Oui. Du coup, la plus belle expérience que vous ayez vécue? Ah, il y en a plein. Ah, c'est tout le monde me répond ça. Il faudrait toute la soirée. Euh, non, mais c'est vrai que moi, je suis un passionné de ce que je fais. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais parce que c'est tout le temps nouveau, c'est tout le temps des contacts différents, c'est un relationnel qui se tisse avec les gens, qui est important. Moi, j'ai vécu une très belle expérience, en fin de compte, et c'était il y a 20 ans. On m'a proposé de faire une croisière de la traversée de l'Atlantique. Et donc, ça voulait dire qu'on était 15 jours, parce qu'on était sur un bateau qui n'était pas immense, c'était pas des gros paquebots comme on a maintenant, où il y a 700 personnes ou 1000 personnes sur les paquebots. Là, c'était un paquebot où on était à peu près 300 personnes. Et en fin de compte, sur ce bateau, donc il a mis 15 jours presque, enfin pas tout à fait, à peu près 12 jours pour traverser l'Atlantique. Et en fin de compte, pendant ces 12 jours-là, j'étais en contact permanent avec les gens qui étaient à bord pour des initiations, pour des consultations de voyance, pour des conférences, pour transmettre des choses. Et en fin de compte, tous les jours, on tissait un lien particulier avec ces gens, ce qui fait qu'au bout de ces presque 15 jours, on avait l'impression de bien se connaître et on avait l'impression de s'être apporté. C'est ce que je disais toujours, c'est que j'avais l'impression que les gens m'avaient apporté autant à moi que moi je leur avais apporté. Et ça, c'était un échange qui, pour moi, est primordial, est important. Euh, voilà, j'ai employé le terme d'échange. Et l'échange, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et effectivement, c'était une très belle expérience parce que je suis sorti de ces 15 jours-là, parce qu'il faut savoir que pendant 15 jours, on ne peut pas mettre le pied dehors, on ne peut pas se dire j'ai envie de descendre du bateau, donc je descends du bateau, on ne peut pas toucher la terre ferme, on est pendant 15 jours parti. Moi, c'était une expérience enrichissante sur le plan médiumnique parce que étant sur l'eau, je ne savais pas du tout aussi si j'allais être capable de fonctionner et de faire des voyances de qualité parce que voilà, on dit souvent que l'eau coupe des énergies et empêche les énergies de passer. Et en fin de compte, ça s'est très bien passé et c'était une espèce de communion avec les gens, quoi. Donc, je suis ressorti de ça en étant complètement transformé et en ayant fait un grand bond en avant. Et d'ailleurs, je me dis toujours que si un jour ça peut se représenter, je le ferai avec grand plaisir, quoi. Le message est lancé, si quelqu'un vous entend. Voilà. Voilà. Même si Voilà. les paquebots sont plus grands maintenant, c'est… Oui, Ouais. oui. Non, Donc, non, ce qu'on retient, c'est quand même qu'à chaque fois, vous apprenez.
Ben, je pense qu'on est là pour ça aussi quelque part et je pense que quel que soit l'âge qu'on a, et quelle que soit la personne qui est en face de nous et quel que soit l'âge qu'elle a, parce qu'on dit toujours la sagesse, elle vient des gens qui sont, voilà, qui sont à la retraite ou qui ont une vie bien remplie, qui arrivent à 80 ans et qui ont cette sagesse. Et en fin de compte, moi, je me suis très souvent rendu compte que des jeunes, même des très jeunes, hein, de 18-20 ans, sur ce type d'expérience, m'apprenaient énormément et avaient déjà une ouverture d'esprit phénoménale. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y avait une transmission qui se mettait en place toute seule et je retenais des choses que pouvaient me dire et je prenais ça comme une forme d'enseignement. Et c'était marrant parce que effectivement, à chaque fois, ces gens-là me disaient mais on est content de vous connaître parce que vous transmettez beaucoup de choses et vous nous apprenez beaucoup. Mais je dis mais moi j'apprends énormément aussi en même temps, quoi. Et des gens, par exemple, moi, j'ai beaucoup de gens qui sont dans le médical, qui viennent souvent vers moi, et surtout soit des infirmières ou des aides-soignantes de nuit, parce que, en fin de compte, ce qui se passe, là, on revient au domaine de la nuit. On est dans un environnement qui est très spécifique, qui est le milieu de l'hôpital. On est dans la nuit. On est dans des endroits où on soigne les gens. Les gens sont souvent pas très bien, sont un peu angoissés et ils sont mal et ils se livrent plus facilement parce que la nuit, ça se prête à ce genre de choses. Et souvent, en fin de compte, ces personnes-là, du monde soignant, se retrouvent confrontées à des phénomènes en même temps qui sont aussi paranormaux et ils viennent me voir après en consultation en me disant, voilà, cette nuit, j'étais avec un patient et il s'est passé telle chose et je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Et, tout. Et c'est toujours très intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup à apprendre aussi de tout ça, quoi. Moi, je pourrais vous en parler si vous voulez. Donc, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Ah oui, je comprends totalement. Moi, des ascenseurs qui se mettent en marche à 3 heures du matin alors qu'il n'y a pas de raison, oui, j'ai Oui, connu des gens qui vous appellent en pleine nuit en vous dire ben, j'entends un bébé crier, vous ne pouvez pas dire à la dame d'arrêter de se. Alors qu'on est en service de gérontologie. Oui, oui, je connais tout ça. Oui, oui. voilà. Donc, voilà, donc Donc, c'est. donc, vous comprenez très bien ce que je veux dire quand Ah oui. j'explique que des gens du monde des soignants, comme je les appelle, moi, viennent me voir en me disant, voilà, je suis confronté à telle chose, expliquez-moi un peu comment je peux gérer ça et ce que je peux en faire, quoi. Du coup, vous trouvez que les soignants, ils ont plus de sensibilité ou c'est juste parce qu'on est directement en contact avec l'humain que. Je dirais qu'il y a un peu des deux, mais il y a surtout le fait qu'on est en contact avec l'humain et que la personne qu'on a en face de soi est une personne qui est dans une forme de sensibilité très forte et qu'elle est en prise très souvent à des angoisses et qu'elle ne sait pas exprimer ou quand elle les exprime, elle ressent ou elle capte des choses qu'elle n'a pas l'habitude de capter habituellement, donc elle va les transmettre. Et les soignants sont des messagers qui sont là entre les deux pour entendre ça. Mais c'est pareil, dans le monde médical, on n'apprend pas. À l'école d'infirmière ou d'aide-soignante ou en médecine générale même, on ne vous apprend pas ce genre de choses. On ne vous dit pas le jour où vous êtes confronté à quelqu'un qui a des angoisses dans la nuit et qui vous dit qu'elle capte ça, qu'elle voit ça, qu'elle entend un bébé qui pleure dans la chambre d'à côté, etc. On ne lui dit pas comment gérer ça. On ne lui apprend pas tout ça. En fin de compte, on apprend, c'est ce que j'appelle l'école de la vie, quoi. L'école de la vie, elle est pour tout le monde et à n'importe quel âge et dans n'importe quelle profession. C'est clair. Mais les soignants sont beaucoup plus sensibilisés à ce genre de choses et surtout les gens qui travaillent la nuit. Parce que dans la journée, il y a des bruits, il y a les médecins qui passent, il y a des infirmières qui viennent faire les soins, il y a des gens qui rendent visite aux malades. Donc, c'est une atmosphère différente. Vous voyez ce que je veux dire, hein, le monde de la nuit est complètement différent, quoi. Totalement, totalement. Du coup, si on veut vous contacter, vous avez fait le tour de France, du coup, même voire Un plus, peu, un un peu, hein. un peu, oui. Voire même plus, non? On vous a déjà appelé Oui, à l'étranger? alors moi, j'ai fait beaucoup. Le Portugal est un pays qui est
Ah, qui est très intéressé par tout ça. Et d'accord. je me suis rendu plusieurs fois à Lisbonne et à côté de Lisbonne, à Estoril, où on a fait des conférences, on a fait des colloques sur la médiumnité. Je suis allé en Espagne, je suis allé en Suisse, je suis allé en Belgique, enfin bon, hein, tous les pays limitrophes qui sont près de la France sont toujours des pays qui sont intéressés. Euh, Ce qui m'a toujours interpellé, c'est de me dire, mais quand même, chez eux, ils ont ce qu'il faut, quoi. Ils ont des médiums, ils ont aussi, mais non, ils veulent aussi des comparaisons, ils veulent aussi des expérimentations avec d'autres personnes, d'autres horizons. Donc, après, j'ai compris pourquoi, effectivement, ils faisaient appel à moi. Et moi, ça m'intéressait, effectivement, aussi, parce que, voilà, par exemple, quand je suis allé au Portugal, il y avait un médium qu'ils avaient fait venir d'Angleterre, qui était là. Il y avait un médium qui était portugais et moi en tant que médium français. Donc on a travaillé tous ensemble et on a comparé aussi notre façon de travailler, notre façon de mettre en œuvre tout ce que l'on fait sur le plan de la spiritualité, de l'aide à la personne, de la façon de communiquer avec les uns, de communiquer avec les autres. Et en fin de compte, c'est très intéressant et enrichissant. Et on se rend compte que chaque pays a un petit peu ses codes. Euh, Comme je disais par exemple tout à l'heure, en Angleterre, en Écosse, eux, ils sont très friands et ils sont habitués à ce qu'on leur parle des fantômes. En France, quand on parle des fantômes, tout de suite, la première réaction, c'est de dire: oh là, mon Dieu, des fantômes, ça fait peur. Et là-bas, on dit: ah, super, on va aller voir des fantômes. Donc, c'est totalement différent, quoi. Les clivages sont pas les mêmes, les façons de penser sont pas les mêmes, les expérimentations sont pas les mêmes. Et c'est vrai que la chasse en fantôme, elle est venue principalement justement d'Écosse et d'Angleterre, où il y a eu les premières émissions importantes qui se sont tournées là-bas, comme Ghost Hunter et d'autres émissions, et qui sont venues après en France, où on en a fait des adaptations. Mmh, tout à fait, oui. Mais C'est en fin de compte, tout vient des pays anglo-saxons. d'accord, oui, ils n'ont pas la même culture que nous, en Pas définitivement. du tout, pas la même culture, pas la même façon d'aborder les choses. Maintenant, ça commence à rentrer un peu plus dans les mœurs en France parce que il y a toujours ce côté média qui est intéressé par ça. On voit avec des émissions récurrentes, des émissions qui reviennent souvent comme sur C8 ou autre chose. Bon, voilà, où on traite un petit peu différents sujets. Et puis, voilà, c'est intéressant. C'est souvent des reportages. Alors souvent maintenant dans les émissions, c'est des reportages qui ont été tournés soit en Angleterre, soit aux États-Unis Mmh, et qui ont été passés à peu près sur toutes les chaînes américaines, qui sont rachetées et qui sont diffusées en France. Moi, je suis plus axé sur des émissions sur lesquelles il y a de l'expérimentation. d'accord. Il y avait une émission que je trouvais très intéressante, qui a été la toute première émission qu'a présentée Stéphane Rothenberg, qui s'appelait Normal Paranormal. Et dans cette émission-là, on allait dans cette émission pour tester les médiums, pour tester les gens, pour tester les magnétiseurs, il y a eu des hypnotiseurs qui ont été testés. Enfin, bon, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites sur place, en studio comme à l'extérieur. Et l'intérêt, c'est qu'il y avait des scientifiques, même si on n'était pas toujours d'accord avec eux, qui étaient là, qui étaient présents pour dire ce qu'ils en pensaient. Et puis, le jeu, j'allais dire, entre guillemets, c'est que la production vous disait, vous montez sur le plateau, vous faites votre expérience, qu'elle soit réussie ou qu'elle soit loupée, elle sera diffusée dans les conditions du réel. C'est-à-dire que si vous réussissez votre expérience, c'est bien. Si vous la loupez, tant pis, elle sera diffusée. Et pour eux, c'était une façon de montrer que on pouvait aussi ne pas réussir certaines expériences et que voilà, tout n'était pas acquis d'avance. C'est un bon principe ça quand même, hein. Oui, et moi j'aimerais bien qu'une émission comme celle-ci revienne parce que voilà, il y a des gens qui ont fait des choses très intéressantes sur cette émission et voilà, c'est bien de pouvoir avoir l'œil d'un scientifique qui vient aussi. Alors lui, il donnera jamais sa caution par contre hein, par rapport à ça. Il va simplement dire que voilà, bon, il a constaté certains effets ou certaines choses qu'il n'y croit pas spécialement ou particulièrement, mais que voilà, il est présent et qu'il explique ce qu'il lui ressent en tout cas.
Et puis l'expérimentation qui est faite avec une façon bien spécifique de faire cette expérience avec un cahier des charges, c'est aussi intéressant parce que voilà, ça permet de savoir un petit peu comment on peut se situer par rapport à tout ça. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est Mais il intéressant. y a des gens qui n'aiment pas du tout faire ça, hein. Comme je vous le dis dans ce métier, il y a des gens qui disent: «Moi, je n'ai pas besoin d'aller montrer, de quoi je suis capable, dans les médias, ou j'ai pas besoin de ça, ou j'ai pas envie d'être exposé, ou j'ai peur du risque, peur de se planter». Parce que voilà, après, des fois, on retient plus souvent quelqu'un qui s'est planté que quelqu'un qui a réussi quelque chose, hein. Ça, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais voilà, après, voilà, il faut savoir. En plus, il y a le fait que les médias réutilisent souvent des images. Il y avait, je ne sais plus comment il s'appelait, puis on ne va pas donner son nom d'ailleurs, un médium qui, quand il y avait eu la coupe du monde, qui avait dit: «La France sera éliminée dès le départ, elle ne gagnera jamais enfin la coupe du monde», et en fin de compte, elle a gagné la coupe du monde. Donc le pauvre, pendant des mois et des mois, ils ont resservi à toutes les sauces c'était pathétique et c'était dommage pour lui, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, ça arrive. Et puis, à contrario, vous pouvez faire des belles émissions qui sont rediffusées. Moi, voilà, ça m'est arrivé, comme à d'autres confrères, de réussir des expérimentations en plateau et puis de les voir repasser dans des émissions qui changent de nom. Par exemple, moi, j'avais fait une émission qui s'appelait La soirée de l'étrange avec Christophe de Chavannes. Ça s'est retrouvé dans 2, 3 autres émissions qui ont suivi après derrière, parce qu'en fin de compte, c'était toujours la même production qui était là. Mmh. Et ils reprenaient des séquences qui avaient été des séquences fortes, émouvantes, ou dans lesquelles il s'était passé quelque chose, et ils rediffusaient derrière. Alors, on peut rediffuser des choses positives comme on peut rediffuser des choses négatives. Par contre, c'est vrai que dans ce métier, pendant très longtemps, dans les médias, c'était très compliqué d'aller dans les médias parce que ils tiraient à boulet rouge sur tout ce qui était voyance et tout ce qui était médias, et systématiquement on ne montrait que les escrocs. Ouais. Alors, ça avait au moins cet avantage, c'est qu'on pouvait les connaître, et du coup, ils duraient pas très longtemps et ils disparaissaient assez vite du paysage. Mais par contre, ça avait un côté quand même un peu gênant, c'est que systématiquement, tout ce qui était astrologie, voyance, tarologie était mis dans le même sac, et les magnétiseurs aussi. Et du coup, après, c'était compliqué pour tout le monde de faire sa place, quoi, parce qu'on mettait tout le monde dans le même panier. Mmh. Du coup, les livres aussi, ça a été, quelque chose d'important pour vous, pour pouvoir transmettre? Oui, parce que c'est, une possibilité justement de transmettre quelque chose aux autres, et puis c'est une possibilité aussi voilà, moi par exemple, j'ai, pendant 30 ans, travaillé sur le tarot de Marseille. J'ai développé une technique particulière et une façon de travailler sur ce tarot. Le tarot de Marseille, c'est le plus utilisé, Mmh. en matière de voyance, hein, c'est celui qu'on connaît le plus, c'est celui qui est la référence des voyants et des médiums. Euh, Ça a toujours été ce qu'on appelle pour moi un support divinatoire, et qui a été toujours mon support divinatoire. Moi, je prends le tarot comme étant quelque chose qui permet de déclencher des flashs. C'est un peu ce que faisait Didier Derlich d'ailleurs à l'époque. C'est-à-dire que voilà, les images du tarot vont nous permettre d'installer une voyance et de pouvoir avoir une lecture dans un premier temps de la base du tarot, ce qu'on appelle la tarologie, mais dans un deuxième temps de pouvoir déclencher son intuition et sa médiumnité. D'accord. Donc ça veut dire qu'après, on laisse la médiumnité prendre le pas là-dessus. Donc moi, j'explique tout ça dans un livre qui est sorti en 2017. Et c'est pareil, ça a été une grosse surprise parce que mon éditeur m'a dit: on va faire un livre de poche parce que ça sera plus pratique, ça sera plus simple, et puis ça sera plus efficace. Et moi, pour une fois, j'y croyais pas. Et je me disais, bon, je vois pas trop l'intérêt parce que des livres sur le tarot, il y en a
déjà énormément. Et mon éditeur me dit, si, il faut faire un livre sur le tarot. J'ai des idées bien précises sur ce livre. Avec tes idées, on va construire un livre pratique qui va être un livre initiatique dans lequel les gens vont apprendre à tirer le tarot et pour ceux qui le connaissent, à développer leur côté médiumnique et ça devrait marcher. Et effectivement, ce livre est devenu un peu un livre de référence. Qui est un best-seller, on est à plus de 12 000 exemplaires du livre, donc c'est un livre qui marche très très bien et qui va continuer à se vendre parce que les livres pratiques, c'est pas comme les romans. Les livres pratiques, qui continuent à vivre tout le temps, qui sont là et qui sont proposés en rayon. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que, et donc là, déjà, depuis 2017, ce livre existe. Il a été réédité 4 ou 5 fois, je crois. On doit être à la 5e réédition et ça va continuer. Donc, c'est aussi ce côté intéressant de transmission et du coup, ça suscite aussi un intérêt avec les gens qui rentrent en contact avec moi pour me demander plus d'informations ou pour demander des précisions sur les façons d'interpréter le tarot ou de faire des tirages. Donc là, c'est complémentaire. Tout ça est complémentaire. C'est génial. Du coup, si on veut retrouver vos livres, on tape Jean-Didier Colin, on retombe sur vos Alors, livres. alors attention, il faut se taper juste Jean Didier parce que Ah oui, Colin, Jean-Didier. Oui. voilà, parce que Colin, c'est un nom qui est déjà utilisé par un autre astrologue parce qu'on a le même nom, on est homonyme. Donc moi, c'est pour ça que mes livres, ils se font juste sous le nom de Jean Didier. Jean-Didier. Votre site Et internet aussi, du coup, c'est que Jean-Didier. voilà, le site internet, c'est jeandidier.com. Donc voilà, On peut c'est vous très simple. contacter par ce biais. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai un Facebook aussi, hein, comme beaucoup de personnes. Donc, on peut me contacter soit sur le Facebook, soit sur le site internet ou alors par YouTube. C'est pareil. Moi, j'ai une chaîne sur YouTube. Enfin, voilà, tous les moyens de communication que l'on a maintenant. Voilà, je suis un peu partout. On peut me Très bien. retrouver assez facilement. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à venir vers vous si on a des interrogations, des choses comme ça. Oui, oui, moi je suis quelqu'un de très ouvert et donc voilà, quand on a des questions à me poser, j'ai souvent aussi beaucoup de gens qui se lancent dans la profession et qui viennent vers moi pour avoir des conseils pour pouvoir s'installer, pour savoir comment faire, pour ne pas se tromper, pour ne pas faire d'erreurs, pour être sur un bon cheminement, bien interpréter les choses et les mettre en valeur. Voilà, maintenant, moi, j'arrive à une période de ma vie où je vais être plus dans la transmission, parce que voilà, dans quelques années, je vais arrêter un peu plus les choses. Je vais continuer à écrire parce que écrire, bon voilà, j'adore ça. Et puis les contacts avec aussi les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Mais par contre, c'est vrai que je vais arrêter de consulter à la fin de l'année. C'est vrai Parce qu'on. que j'estime que quand on a fait 30 ans Oui. de consultation, c'est déjà énorme, mais c'est très épuisant, c'est très fatigant. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui cherchent des tuteurs par rapport à tout ce qui se passe comme phénomène. Ouais. Oui. Mais l'intérêt de tout ça, c'est que c'est une profession qui ne laisse pas indifférent. Mm. Il y a des gens qui vont dire on n'aime pas ou ça ne m'intéresse pas, mais ils vont donner leur avis quand même par rapport à ça. Et à côté de ça, depuis quelques années, il y a quand même une ouverture d'esprit très importante qui a commencé aussi avec le bien-être, mais aussi avec le bio. Et tout ça, ça a dérivé sur la spiritualité, sur toutes ces choses-là qui font que maintenant, en fin de compte, tout ça forme un tout. Et on est sur ce qu'on appelle depuis quelques années le développement personnel. Le développement personnel, c'est se prendre en main pour évoluer sur des plans spirituels et sur des plans personnels. Et voilà, et ça, c'est intéressant, quoi. Ben, merci pour tout. Euh, Si vous aviez une conclusion à faire ou un mot à dire aux personnes qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Là, c'est Alors, que moi, pour j'aurais vous. envie, voilà, moi, j'ai envie de dire aux gens qu'il faut toujours faire confiance à son intuition. Vous savez, on est tous passés par cette chose qui nous est arrivée au moins une fois dans notre vie,
d'avoir un choix à faire et d'avoir une première idée qui vienne à l'esprit, comme ça, en se disant naturellement, il faut que j'aille dans cette voie. Et puis, à partir du moment où on commence à se dire, ah oui, mais alors, il faut que j'y réfléchisse quand même. Et quand on y réfléchit, généralement, on change d'avis. On prend une deuxième voie. Et quand on a la réponse à l'interrogation qu'on avait, à la direction qu'on devait faire, généralement, quand on est parti dans l'intellect, on se trompe. Et qu'est-ce qu'on se dit? Si j'avais su, j'aurais écouté ma première intuition. Et ça, il n'y a pas une personne qui n'a pas dit ça une fois dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut toujours faire confiance à son intuition. Et la première chose que l'on ressent, le premier contact qu'on a avec quelque chose qui nous donne une réponse, il faut toujours l'interpréter comme quelque chose de fiable, parce que c'est la pure intuition. À partir du moment où vous partez dans votre mental et vous commencez à réfléchir et à tirer des conclusions et à vous dire oui, mais alors pourquoi ceci, mais pourquoi cela, mais ça serait peut-être mieux comme ça, mais non, en fin de compte, si j'y réfléchis bien, je vais faire comme ça, vous êtes sûr de vous planter. Donc, et on en arrive toujours à la conclusion de se dire, si j'avais su, j'aurais écouté mon intuition. Donc voilà, la conclusion, c'est de se dire, écoutez votre intuition. Oui, c'est une belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup. Ça a été un très très grand plaisir de communiquer avec vous et Merci. d'essayer de faire passer ce message en tout cas. Ben, moi, j'essaye de le faire passer aussi, Ben, franchement. c'est très bien. Voilà, oui. Moi, voilà, c'est parce que moi, je pense qu'aussi j'ai des choses à transmettre plus tard, mais voilà, ça viendra un jour. Mais en tout cas, Ouais, voilà, j'essaye de faire en sorte que tout le monde enfin, que personne n'ait plus peur, enfin, qu'il n'en ait plus peur, ouais. et qu'on sache ce que c'est réellement, quoi. Voilà, c'est Et chacun met sa petite pierre à l'édifice et on fait des grandes choses comme ça. On arrive à faire des grandes choses. c'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci Bonne, encore et à bientôt. bonne soirée et à très Bonne bientôt. soirée à tout le monde. Merci. Au revoir.